Je commence par vous montrer une constellation qui est extrêmement connue dans l'hémisphère sud, si vous y êtes déjà allé, c'est la Croix du Sud. Vous la reconnaissez peut-être. Bien que née en France, mes parents ont déménagé en Argentine quand j'étais toute petite et j'ai vécu en Argentine jusqu'à 22-23 ans. Et je peux dire que cette constellation a été importante pour moi. C'est ce que je regardais toujours dans le ciel et je regardais souvent le ciel parce que le ciel il est beaucoup plus beau dans l'hémisphère sud. Vous savez que notre galaxie, la Voie lactée, est beaucoup plus visible dans l'hémisphère sud, etc. Donc, avec des ciels pareils et allant souvent dans des endroits où il n'y avait pas de pollution luminique, comment ne pas tomber amoureux du ciel? Je suis tombée amoureuse du ciel et ma vocation s'est réveillée. J'ai d'abord fait des études de physique à l'Université de Buenos Aires et j'ai eu la chance, quand j'étais vers la fin de mes études, de voir arriver un professeur d'astrophysique. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais pu faire de l'astrophysique. Alors, c'était un monsieur qui nous semblait très sérieux et à qui on devait le respect, parce que, figurez-vous, il avait déjà 31 ans. Alors, quand même, il s'appelait Carlos Warszawski. Il avait fait des études à Harvard, il avait été en Angleterre et puis aux États-Unis, et il s'était fait offrir en pièces détachées un radiotélescope qu'il a ramené. Et nous, ces étudiants, et puis ensuite, même lorsque nous avons fini nos études, nous avons dû l'aider à le monter. Donc, pied sur terre, effectivement, dans un sens, j'ai commencé ma vie scientifique par participer à la construction de ce radiotélescope. Et je m'empresse de dire qu'il y avait aussi un certain Diego Cesarski qui participait à ça, et qui, comme vous pouvez vous imaginer, enfin, on a fini par... On y est allé ensemble, d'ailleurs, et puis finalement, on s'est mariés, et on est toujours ensemble, il est là. Voilà. Mais en même temps que je construisais ce radiotélescope, parce que c'est ce qu'il m'avait demandé, moi je suivais les sujets qui m'intéressaient. Et ce qui m'intéressait, c'était absolument pas à l'époque de construire des installations, ni même de faire des observations, mais de comprendre. Je voulais faire de la théorie, je voulais mettre l'univers en équation et faire ça avec mon propre petit cerveau de rien du tout. Je me disais, même si je fais une toute petite découverte, ce que je voulais, moi j'ai toujours aimé travailler le soir, peut-être que ça aussi, ça m'a amené à être astrophysicienne, et donc je me voyais passer des nuits dans une petite chambre, toute seule, avec un papier, un crayon, à résoudre des équations et à découvrir les mystères de l'univers. Voilà. Donc, à cette période-là, en parallèle à cette construction, je faisais, en fait, avec les tout premiers ordinateurs, des modèles sur la structure interne des étoiles. Alors, grâce à la construction de ce radiotélescope, Carlos a réussi à faire venir de grands astronomes du monde entier pour l'inauguration. Et ça nous a permis d'avoir de très bons contacts et d'obtenir, mon mari et moi, des bourses pour aller faire un doctorat à l'université de Harvard. C'est quand même pas mal. Donc, nous sommes partis à Harvard. Et là, j'ai continué dans les directions qui me plaisaient, c'est-à-dire des travaux théoriques sur plusieurs sujets différents, mais finalement, je me suis centrée sur les rayons cosmiques, travaillant également avec un professeur de Princeton. Donc un pied à Harvard, un pied à Princeton, on peut plus mal tomber. Lorsque nous avons fini nos doctorats, mon mari et moi, à 1 ou 2 mois d'intervalle, nous avons eu la chance d'obtenir tous les deux des postes temporaires à Caltech, California Institute of Technology, où nous étions, si j'ai bien compris, en même temps que Sébastien Candel. Sauf qu'il est plus jeune, donc nous on était postdoc et il était en master ou quelque chose comme ça. Voilà. Et on ne s'est pas connus à cette époque-là, hein, mais ça nous amuse de le voir maintenant. Et puis, donc c'était évidemment encore une grande chance, je dirais, après Harvard et Princeton, Caltech était vraiment le meilleur endroit aux États-Unis, et ce fut des années formidables. Et puis ensuite, nous avons rencontré, entre autres, Hubert Reeves, qui est passé aux États-Unis et qui nous a beaucoup incité à venir en France. Et donc finalement, en 1974, on avait passé notre thèse en 1971, en 1974, nous sommes rentrés en France, si j'ose dire, mais moi j'étais partie à 2 ans et demi et là je suis rentrée à presque 30 ans. Et puis, donc, mon mari Diego Argentin, qui est devenu français.
Voilà. Et en Argentine, pardon, non. Bon. Et donc, je dirais en France, on a pris des postes, lui au CNRS et moi au Commissariat à l'énergie atomique, au CEA, qui avait un très bon groupe d'astrophysique dans lequel on construisait surtout des instruments spatiaux et un petit groupe de théorie mené par Hubert Reeves. Donc je me suis installée là et pendant quelques années, jusqu'à peu près 83, j'ai continué sur ma lancée de travaux théoriques sur les rayons cosmiques et sur le milieu interstellaire et bien d'autres choses, un peu d'observation aussi, enfin des choses diverses. Et puis, à force d'être si près de personnes qui construisaient des instruments spatiaux, et puis l'envie m'a pris d'avoir des données dans l'infrarouge. Et comme jusque-là, des instruments spatiaux n'avaient pas encore été faits, je voulais qu'on en fasse et je me suis impliquée dans cette construction et je me suis rapidement retrouvée finalement à la tête de la construction d'un instrument, d'une caméra infrarouge. Et donc, ma tête qui avait été dans les étoiles tranquillement jusqu'en 1983-84, il a fallu vraiment descendre sur Terre, ne plus travailler dans un petit coin avec 2-3 personnes, mais travailler avec 100 ou 150 personnes, d'autant plus que, comme je disais, j'ai pris la tête de la construction de cet instrument. Et en fait, pour me donner la possibilité de pouvoir mener à bien cette chose qui... Dans un groupe qui jusque-là n'avait fait que l'astrophysique des hautes énergies et n'avait pas très envie de passer à l'infrarouge, le CEA m'a donné la direction du service astrophysique. J'ai donc dirigé, j'ai commencé à apprendre à diriger des personnes et des groupes. Et quelques années plus tard, le CEA m'a nommée directrice des sciences de la matière, c'est-à-dire à la tête de toute la physique, chimie, astrophysique et sciences de la Terre au CEA. Et j'ai fait ça quelques années, en partie grâce à mon ami Robert Dautrey, qui était à l'époque au commissaire et qui m'a téléphoné pour me demander si j'acceptais de le faire. Et Robert, je suis très contente de vous voir ici aujourd'hui. Et ça a été tout à fait passionnant et ça a évidemment complètement ouvert mes horizons. Ça m'a fait rencontrer plein d'autres gens, Jean Josel, d'autres. J'en vois quelques-uns par ici. Et puis, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et là, on m'a proposé de prendre la direction de l'observatoire ESO, qui est le grand observatoire que les Européens ont construit au Chili. En fait, il y a une série d'observatoires. Et donc, pendant 8 ans, j'ai dirigé l'ESO, l'Observatoire européen austral. Puis, lorsque je suis rentrée, quelque temps après, je suis à mon tour devenue au commissaire à l'énergie atomique, encore une chose passionnante, où je me suis occupée plus, je dirais, d'énergie que de sciences. Et depuis, voilà, je reviens, je me suis occupée de choses et d'autres depuis 2012, mon successeur étant ici, dans la pièce, qui a donc fait les 2 mandats qui ont suivi. Et puis, en ce moment, je dirais que l'occupation qui me tient le plus à cœur, c'est de présider le groupe qui souhaite construire le plus grand radiotélescope du monde, Square Kilometer Array, dont je vous parlerai peut-être un petit peu à la fin, qui est sur plusieurs endroits dans le monde. Alors maintenant, parlons un peu d'astrophysique. Et je commence par vous introduire rapidement les étoiles, et en particulier, je voudrais vous introduire les étoiles de grande masse. Donc les étoiles se forment dans des nuages de gaz et de poussière dans l'espace interstellaire. Et elles ne se forment pas une par une, elles se forment toujours dans des groupes qui sont, quand ils sont très serrés, des amas. Quand ils sont plus séparés, on appelle ça des associations. Et il y a des petites et des grandes étoiles. Les petites, comme le Soleil, évoluent tranquillement, durent très longtemps. Vous savez que le Soleil a 4,5 milliards d'années et il va en vivre encore autant avant d'évoluer et de finalement devenir une naine blanche. Par contre, les grosses étoiles de masse supérieure à quelque chose comme 8 fois la masse du Soleil, elles sont extrêmement brillantes, de sorte qu'elles dépensent très très rapidement le combustible qu'elles ont en leur cœur, et elles vivent très peu de temps. Là, ce n'est pas de milliards d'années qu'on parle, mais de millions d'années. Et au bout de quelques millions d'années, elles gonflent, et puis finalement, quand elles ont complètement épuisé le combustible, le cœur s'effondre et rebondit, et l'étoile explose, ça s'appelle une supernova.
en laissant complètement en son centre soit une étoile à neutrons pour les étoiles pas trop massives, c'est-à-dire une étoile qui contient la masse du Soleil dans un diamètre de l'ordre de 10 km, soit, si le cœur a plus de 1,4 fois la masse du Soleil, un trou noir. Donc, il existe dans toutes les galaxies, en particulier dans la nôtre, des régions qui sont des associations dans lesquelles vous avez du gaz, des étoiles qui se forment à l'intérieur, et en même temps, comme toutes les étoiles ne se forment pas en même temps, pendant que quelques-unes se forment, d'autres éclatent, les débris de matière qui sont cuites au centre du chaudron des premières étoiles vont dans les suivantes, etc. Donc, moi, je vous disais, j'ai travaillé au début dans les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, ce sont des particules de très haute énergie qui se déplacent dans l'espace interstellaire à une vitesse comparable à celle de la lumière. Ils ont une densité d'énergie dans l'espace interstellaire comparable à celle du gaz interstellaire ou du champ magnétique. C'est donc une composante vraiment importante, alors qu'en nombre de particules, il y a à peu près une particule sur 10 millions qui est un rayon cosmique dans l'espace interstellaire. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit groupe, mais qui emporte énormément d'énergie. Ce sont donc des noyaux d'atomes en général, des protons pour l'hydrogène par exemple, et il y a aussi 1% d'électrons. Donc il y a un spectre, vous voyez, assez continu qui a été mesuré sur 10 ordres de grandeur en énergie, et vous voyez que chaque fois que l'énergie augmente d'un facteur 10, l'intensité descend d'un facteur 30. Mais il y a quand même les rayons cosmiques très énergétiques, qui sont très peu nombreux. Il y en a une particule par mètre carré par an, mais qui ont, dans une seule particule, autant d'énergie qu'un coup de poing du poids lourd Tyson. Donc vous voyez que ça peut être des choses dangereuses. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'enquêter sur les rayons cosmiques. C'est un peu comme un détective. D'abord, quels sont les indices? L'énergie totale, le spectre en énergie, la composition, la détection de rayonnements électromagnétiques associés, parce que lorsque les électrons des rayonnements cosmiques sont dans un milieu où il y a un champ magnétique, ils tournent autour et ils émettent un rayonnement qu'on appelle le rayonnement synchrotron, donc on peut déceler leur présence. Et quant aux noyaux, s'ils rencontrent d'autres noyaux dans le milieu interstellaire, il y a des collisions qui créent des particules instables qui finissent par décroître en rayons gamma. Donc, on décèle la présence de rayons cosmiques à cause de mesures de rayons gamma. Donc, d'autres personnes étaient censées m'apporter ces indices. Je ne me mêlais pas trop de faire les instruments, mais j'essayais de comprendre la propagation, qu'est-ce qui faisait que les rayons cosmiques étaient maintenus dans la galaxie. J'ai travaillé sur les instabilités qui faisaient qu'on créait des petites fluctuations qui les retenaient dans le champ magnétique galactique, de façon qu'ils y passent quelques millions d'années. J'ai aussi essayé de travailler sur le mécanisme d'accélération et les sources. Alors, pour cela, je veux dire un mot de plus sur la composition. Quand je suis arrivée en France et que je rejoins le service d'astrophysique, ou la section d'astrophysique, elle était dirigée par une femme. Ce n'est pas tellement courant, donc j'ai eu de la chance. Je pense que c'est une bonne chose pour moi. Et c'était une femme qui s'appelle Lydie Koch. Et elle était à la tête, avec un Danois, d'un instrument qui s'appelait HEAO-C2, qui a mesuré avec une précision extraordinaire la composition des rayons cosmiques. C'était en construction quand je suis arrivée. Le lancement a eu lieu en 1980 sur un satellite offert par les Américains. Les Américains, gratuitement, ont donné la place pour ce très grand instrument. Ce n'était pas l'époque de America First. Et aujourd'hui encore, je dirais que depuis 1990, le temps que ces données soient sorties, ou même avant, ces données restent toujours les plus importantes sur la composition du rayonnement cosmique, au moins jusqu'au fer, parce qu'ils n'allaient pas pour des noyaux plus lourds que le fer. Alors, d'où vient le rayonnement cosmique? On sait combien de temps il reste, on sait quelle densité d'énergie il y a, donc on sait quelle puissance il faut mettre pour qu'il soit toujours là. Et
Cette puissance, elle est très grande. Donc tout le monde s'est demandé depuis très longtemps où est-ce qu'on peut trouver une telle puissance dans le milieu interstellaire. Eh bien, on a pensé à justement ces supernovae dont je vous parlais, les étoiles qui éclatent en fin de leur vie. Donc, elles entrent, le reste de supernovas entre en expansion et vous avez une onde de choc qui se forme au bord. Donc, à l'extérieur, vous avez du gaz interstellaire qui ne sait même pas que cette explosion a eu lieu. Et puis, et à l'intérieur, vous avez tous les produits que l'étoile a cuits en son sein et évidemment une partie du gaz interstellaire qui a été balayée. Donc, là, je vous montre une supernova, un reste de supernova très très jeune, de seulement 350 ans. Et vous voyez des raies émises par des éléments particuliers à l'intérieur, aux rayons X, silicium, soufre, calcium, fer. Et tout autour, vous voyez l'onde de choc. Et au centre de celle-ci, il y a une étoile à neutrons qui, pour l'instant, est encore tout simplement très très chaude et n'émet pas encore des rayons comme émettent les étoiles à neutrons qu'on appelle les pulsars lorsqu'ils tournent. Et en général, ils tournent. Donc, je voulais revenir sur cette onde de choc. Dans les années 70, les théoriciens des rayonnements cosmiques se sont dit que l'accélération des rayons cosmiques doit être due à l'interaction des rayons cosmiques pendant assez longtemps avec les ondes de choc. Donc plusieurs chercheurs ont proposé des façons de dérivation différentes pour arriver à ce même résultat. Et on a trouvé que les ondes de choc pouvaient bien expliquer le spectre des rayons cosmiques. Mais avec un de mes étudiants, nous avons montré que les supernovas ne vivaient pas assez longtemps pour arriver à accélérer des rayons cosmiques à des énergies allant même jusqu'à la moitié du spectre que je vous avais montré. Donc, nous, on a pensé qu'il y avait un problème, et je peux vous dire que depuis que nous avons publié cet article en 1983, la discussion continue, les modèles continuent, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, qu'est-ce qu'on ajoute, un champ magnétique, etc. Donc, c'est un sujet qui est resté absolument passionnant et que, même si je ne travaille plus dessus, je continue bien sûr avec plaisir, mais je n'ai pas la réponse. C'est comme ça, on n'a pas toujours la réponse. Alors, une façon d'en savoir un peu plus, c'est de savoir où il y a des rayons cosmiques, et je vous ai dit qu'ils révèlent leur présence parce que s'ils sont dans une région où ils rencontrent du gaz interstellaire, ils ont des collisions et on peut les voir avec des gamma. Donc, une façon de savoir où sont les rayons cosmiques et combien il y en a, c'est de regarder aux rayons gamma. Et c'est ce qu'a fait en particulier une mission qui s'appelle Fermi, qui a été lancée en 2008. C'est une mission américaine, mais à laquelle participent des gens internationaux. Il y a un bon groupe français autour d'Isabelle Grenier travaillant là-dessus. Donc, ça permettait déjà de mesurer des rayons cosmiques, des rayons gamma émis par à peu près la région en dessous du maximum du spectre de rayonnement cosmique. En fait, on peut aussi mesurer des rayons cosmiques de plus haute énergie et des rayons gamma également depuis le sol lorsqu'on va à des plus hautes énergies parce qu'ils engendrent, lorsqu'ils arrivent au sommet de l'atmosphère, ce qu'on appelle des grandes gerbes. Ils ont des rencontres, là, cette fois-ci, avec des particules de l'atmosphère de la Terre, et de ces rencontres naissent d'autres particules qui redescendent, rencontrent d'autres à leur tour, et ça finit par faire une espèce de parapluie de particules que l'on peut mesurer, et de rayons gamma. Donc les rayons gamma le font aussi, et parmi les particules créées, il y a des électrons qui, en allant à des vitesses supersoniques dans l'air, parce qu'ils vont par rapport à l'air à une vitesse dire au-dessus de la vitesse de la lumière, ça leur fait émettre un rayonnement qu'on appelle le rayonnement synchrotron. C'est la même chose qui fait que les astronautes qui ne sont pas protégés comme nous on est protégés du rayonnement cosmique par le champ magnétique terrestre, eux le sont beaucoup moins, et quand ils se promènent dans l'espace, ils ont de temps en temps des flashs lumineux parce qu'ils ont des électrons qui traversent leurs yeux et qui émettent du rayonnement synchrotron. Donc nous, les astronomes, pour essayer de savoir ce que font ces rayons gamma, on met des grands miroirs sur la Terre et on peut modéliser les grandes gerbes et on peut remonter aux énergies et la direction d'arrivée des rayons gamma. Et donc, il s'est trouvé qu'effectivement, et Fermi et les instruments, comme je vous ai montré Hess, mais il y en a d'autres,
ont assez rapidement trouvé que ces régions de formation d'étoiles, où il y avait des associations, on appelle les associations d'étoiles OB, parce que les grandes étoiles, on les appelle OB, où il y a déjà à la fois les grosses étoiles, plusieurs grosses étoiles, des restes de supernovas, parce qu'il y en a qui ont déjà éclaté, des nuages, comme vous voyez là, tout ça superposé, sont des régions dans lesquelles il y a une forte émission de ces rayons gamma. Et en particulier, vous avez un exemple ici, où à gauche, on voit en rayons X la région, au milieu, on la voit à des énergies plus basses avec Fermi, et à droite, à des énergies plus hautes avec Hess. Un cas dont on a particulièrement parlé, c'est la superbulle du Cygne découverte par Fermi dans une région dont vous voyez la carte à droite. C'est une carte à quelques microns dans l'infrarouge. On voit cette région très très tourmentée dans laquelle vous avez à la fois une très grosse association d'étoiles avec des centaines de grosses étoiles, Cygnus OB2. Vous en avez d'autres là, vous avez aussi des supernovas, des pulsars, il s'est passé plein de choses dans cette région. Et à gauche, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien qu'il y a un grand sac, une espèce d'énorme cocon de 150 années-lumière rempli de rayons cosmiques. Voilà, donc matière à se dire qu'il y a bien une association entre ces choses-là. Alors moi, évidemment, comme j'avais beaucoup travaillé là-dessus et proposé cela, ça me fait assez plaisir. Ceci dit, comme je vous le disais, on n'a pas entièrement résolu la question de savoir jusqu'à quelle énergie et où était accélérée, quelle chose. Il faudrait des cartes encore plus détaillées que ce qu'on peut avoir jusqu'ici. Et pour cela, on s'apprête, enfin les astrophysiciens s'apprêtent à construire un instrument beaucoup plus grand, en fait, avec deux parties, une dans l'hémisphère nord et une dans l'hémisphère sud, le Cherenkov Telescope Array, qui nous apportera, j'espère, la réponse à toutes ces questions. Une autre chose à laquelle je m'étais intéressée, c'est la composition du rayonnement cosmique. Et après HEAO, pendant très longtemps, il n'y a rien eu. Et puis ensuite, en 1997, il y a eu la mission ACE. Et plus récemment, des astronomes ont développé des très grands détecteurs de rayons cosmiques que l'on fait voler dans des ballons qui passent au-dessus du pôle et qui ont finalement une très grande sensibilité. Et on peut faire des vols qui durent même jusqu'à un mois, comme ça, au-dessus du pôle, à une très grande altitude, pratiquement à la fin de l'atmosphère terrestre. Et donc, j'ai eu le plaisir de voir que les compositions qui ont été mesurées, et les deux ont pu comparer leurs résultats, et du coup, les résultats n'en sont que plus crédibles, permettent, en connaissant la composition à l'arrivée et en connaissant la propagation, on peut remonter à la composition à la source. Et moi, pour la composition à la source, j'avais dit que je pensais que les rayons cosmiques devaient être enrichis en éléments réfractaires, parce que je pensais que, au départ, quelles particules vont devenir de rayonnement cosmique? Il faut chercher des particules qui aient des vitesses un peu différentes du reste. Or, quand vous avez une onde de choc, les grains de poussière qui sont intimement mêlés à ce gaz contiennent tous les éléments réfractaires et sont aussi accélérés. Et ils ont des collisions entre eux et avec le gaz, donc ils se cassent un petit peu et ça crée une population qui a une composition particulière. Et effectivement, avec toutes ces données, ils trouvent que la composition à la source des rayonnements cosmiques fonctionne à partir du système solaire, plus un peu de matière provenant de ces étoiles massives, et en faisant que les réfractaires soient favorisés par un facteur d'ordre 4. Donc ça, c'est des résultats, vous voyez, tout nouveaux de 2018, et ça m'amusait de vous raconter ça pour vous dire, même quand on n'y travaille plus, on s'y intéresse. Voilà. Maintenant, je voulais vous parler d'infrarouge. Donc, je vous disais, en 1985, je me suis mise à la tête de la construction de la caméra ISOCAM pour le satellite ISO. On travaille 10 ans sur une construction d'un instrument comme ça. Il a volé en 1995. Alors, pourquoi faire de l'astronomie infrarouge? Eh bien, justement, à cause de ces grains de poussière dont je viens de vous parler. Cette poussière, elle est visible à l'œil nu quand on regarde la Voie lactée. Vous voyez qu'il y a des zones noires. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'étoiles, c'est qu'il y a de la poussière devant qui empêche de voir les étoiles qu'il y a derrière. Elle est facile à reconnaître dans les images des astronomes amateurs. Vous voyez, on voit des régions comme ça. Encore une fois, on ne peut pas voir les étoiles parce qu'il y a des gros nuages de poussière. Le type de gros nuages dans lequel se forment des étoiles.
À gauche, je vous montre une image dans le visible d'un des nuages dans lequel se forment des étoiles, des petites étoiles, le plus proche de nous, qui s'appelle Rho Ophiuchi. Et vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose, on voit des zones sombres. Avec ISOCAM, pour la première fois, à 15 microns, on a pu plonger à l'intérieur et on a vu qu'il est tout plein d'étoiles en formation. Comment ça se passe? Vous avez les étoiles qui émettent de la lumière visible ou de la lumière ultraviolette. Ça tombe sur un grain. Le grain l'absorbe, il chauffe, et il faut qu'il se débarrasse de cette énergie qu'il a reçue, et il l'envoie à sa température qui correspond à la lumière infrarouge. Moi, ce qui m'a intéressé le plus dans ce qu'on a fait avec ISO, c'est de regarder l'émission infrarouge au niveau des galaxies. Voici une galaxie spirale. Notre galaxie, la Voie lactée, ressemble à celle-ci. Vous savez que le Soleil est placé à peu près aux 2/3 d'un rayon. Et dans cette galaxie, vous voyez des zones lumineuses sur les bras spiraux. Et bien, ce sont justement ces étoiles très lumineuses dont je vous parlais, et ces régions de formation de grosses étoiles, O et B. Elles sont tellement plus lumineuses que c'est elles qui emportent une grande partie de la luminosité de la galaxie, alors que la masse, elle, est toute contenue dans des petites étoiles qui sont extrêmement plus nombreuses. Donc, si vous regardez une galaxie, vous vous demandez combien d'énergie il va en sortir aux diverses longueurs d'onde. Vous avez d'une part, ce que je montre à gauche, les étoiles massives qui ont une vie courte, qui rayonnent en ultraviolet, et avec lesquelles on peut tout de suite mesurer le taux de naissance d'étoiles, parce qu'elles sont forcément toutes jeunes, parce qu'elles ne vivent pas longtemps. Et ensuite, cette lumière ultraviolette, elle est absorbée par l'infrarouge et elle est absorbée par la poussière et on va la retrouver dans l'infrarouge. Donc, au milieu, vous avez l'infrarouge très proche ou le visible, et là, c'est directement la lumière qui est émise par les étoiles plus petites. Et celle-là, elle reste. Donc, le total de ce qu'émet une galaxie, vous voyez, il y a toute une partie qui reste quand même dans le visible et l'ultraviolet, mais vous voyez qu'il y a une grosse bosse dans l'infrarouge qui s'accompagne dans l'infrarouge moyen par ces petites lignes qui sont dues à aussi un composant de toute petite poussière. Alors, vous avez sûrement tous entendu parler du télescope spatial Hubble, qui est encore en vie depuis longtemps, qui s'est arrêté récemment quelques mois, mais qui, Dieu merci, remarche, et qui fait des observations extraordinaires. Et en particulier, ils ont choisi en 1996 de le pointer sur une région et d'y rester pendant très longtemps. Vous savez, comme si vous voulez faire une photo quand vous avez très peu de lumière. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez longtemps, et après des orbites, dans une zone où on ne connaissait rien, on a trouvé 3000 galaxies, comme vous voyez ici. Une zone toute petite, je vous montre la taille par rapport à la taille de la Lune, un tout petit bout du ciel. Alors c'est très intéressant comme ça de pouvoir essayer de comprendre comment évoluent les galaxies. Et donc quand on a vu ces galaxies, on veut commencer par savoir à quelle distance elles sont. Parce que vous savez que la lumière, elle met du temps à arriver. Par exemple, la lumière de la Lune, elle met 1 seconde à arriver. La lumière de la galaxie la plus proche de nous, Andromède, elle met 2,3 millions d'années à arriver. Mais vous avez des galaxies lointaines, l'univers a 13,8 milliards d'années, vous en avez par exemple à 8 milliards d'années, on les verrait comme elles étaient il y a 8 milliards d'années. Or, l'univers est en expansion. Donc, les galaxies par rapport à nous ont des vitesses qui sont d'autant plus grandes qu'elles sont loin de nous. Donc, si on arrive à mesurer la vitesse d'une galaxie par rapport à nous, on est capable d'en donner la distance. Et on peut mesurer les vitesses des galaxies en regardant les raies spectrales des étoiles qui sont dans ces galaxies. Et lorsque les galaxies s'éloignent de nous, ces raies spectrales ne sont plus à la fréquence à laquelle elles devraient être, mais elles sont décalées vers le rouge. Et ce décalage vers le rouge nous donne la vitesse et donc la distance des galaxies. Donc on est capable de donner une distance aux galaxies et en même temps un âge et de faire, avec simplement cette image toute plate, d'essayer de comprendre l'histoire des galaxies dans l'univers. Seulement, évidemment, Hubble, c'est
l'optique et l'ultraviolet, il manque toute la partie infrarouge. Je viens de vous montrer que la partie infrarouge peut être très importante. Donc il fallait quand même avoir de l'infrarouge. Pour faire ça commodément, il a fallu aller dans l'espace. Et il y a eu 4 satellites qui l'ont fait. Un premier, IRAS, dès 1983, qui a juste fait un relevé complet du ciel, qui n'était pas très sensible. Ensuite, il y a eu donc ISO sur lequel j'ai travaillé, 95, qui lui était un véritable observatoire avec une plus grande sensibilité. Ensuite, les Américains ont lancé Spitzer avec un miroir un peu plus grand, 85 cm, donc aussi une sensibilité accrue. Et puis, des instruments évidemment plus sophistiqués que ceux d'ISO, puisque c'était pas mal d'années plus tard. Et puis finalement, le champion, Herschel, européen, avec un grand miroir de 350 cm lancé en 2009 et qui a évidemment pu dépasser les autres. Alors, qu'a fait IRAS? IRAS a découvert, IRAS ne pouvait voir que des galaxies relativement proches, puisqu'elle n'était pas très sensible, mais il a découvert parmi elles qu'il y avait des galaxies dont nous ne savions pas qu'elles étaient extrêmement plus lumineuses dans l'infrarouge que dans le visible. Alors que notre galaxie, ce sera à peu près 50-50, comme ce que je vous ai montré. Et donc ces galaxies extrêmement lumineuses dans l'infrarouge, on les a appelées les galaxies très lumineuses dans l'infrarouge, elles sont responsables de 6% de l'émission infrarouge dans l'univers local. Et quand on a commencé à aller les regarder de près, on a vu qu'elles étaient souvent associées à des fusions de galaxies. Parce qu'en effet, des galaxies, de temps en temps, peuvent avoir une collision. Et je vous montre... Pardon, attendez, excusez-moi. Je ne vais pas arriver avec ce... Peut-être avec celui-là. C'est le... Non. Ça, c'est le problème de ne pas avoir mon ordinateur habituel. Où est-ce qu'il faut appuyer? Avec 2 doigts. Normalement, si on tape dessus, voilà, merci. Donc, vous voyez 2 galaxies, elles sont attirées l'une vers l'autre, elles se rencontrent, elles se croisent, elles se recroisent, et à la fin, leurs noyaux se fondent. Il y a une fusion des 2 galaxies. Ah, mais il faut faire la même chose ici maintenant. Bon, tant pis. Dans le deuxième, je montrais une chose similaire pour le gaz des galaxies. Donc, vous avez un mariage similaire. Et à la fin, le gaz de ces galaxies tend à tomber sur le centre dans lequel se réunissent le plus souvent les 2 trous noirs qu'il y a au centre de ces 2 galaxies. Et dans tout ce gaz qui est en train de tomber et qui est très dense, ça entraîne des grands phénomènes de formation d'étoiles. Donc ces fusions de galaxies sont accompagnées de ce qu'on appelle de flambées de formation d'étoiles. Avec ISOCAM, on s'est dit on va faire comme Hubble, on va prendre un petit bout du ciel et on va y rester longtemps et voir ce qu'on y voit. Et on n'est pas les seuls, donc vous voyez, il y a eu toute une série de programmes qui ont fait ça. Et si on met ensemble toutes les données qui avaient été obtenues par ISOCAM, ICTES et Elbaz et al, c'était mes programmes à moi, les autres, c'était d'autres personnes, on s'est aperçu qu'il y avait énormément plus de galaxies infrarouges de faible luminosité que nous n'aurions prédit. On aurait prédit, si l'univers plus lointain était pareil que l'univers proche, le nombre qui correspondait à la courbe que vous voyez en bas. Et donc vous voyez qu'il y en avait vraiment énormément plus, 10 fois plus, et c'est parce que ce sont des galaxies qui sont plus lointaines, et donc on voit que les galaxies infrarouges étaient beaucoup plus nombreuses par le passé, et en fait elles dominaient. Donc avec ISOCAM, on a fait ça à 15 microns, Spitzer l'a fait à 25 microns. Là, vous voyez une carte d'une zone encore plus grande avec des comptages de ce genre et qui a complètement confirmé les résultats d'ISOCAM. ISOCAM pouvait aller jusqu'à la moitié à peu près de l'âge de l'univers. Spitzer pouvait s'avancer jusqu'aux 2/3. Et que pouvons-on faire avec Herschel? Herschel étant beaucoup plus grand, a une meilleure résolution dans le ciel. Vous voyez, IRAS, ISO ne pouvait pas distinguer à 100 microns entre plusieurs galaxies du Hubble Deep Field. Ils ne voyaient que dans un grand cercle comme ça. Tandis qu'Herschel, c'est le tout petit cercle. Et voilà donc une carte du même type, faite cette fois-ci avec Herschel. Et donc là, ça devient vraiment intéressant. Je vous donne un exemple. Vous voyez des galaxies qui sont tout à fait là-haut, découvertes par Herschel. Si vous descendez un peu, ce qu'on vous montre, c'est ce qu'on aurait vu sur la carte de Hubble, sur cette même galaxie. Alors vous voyez, Hubble, ça donne ce que vous voyez juste en bas, cette espèce de petite, on dirait une patte de chat,
à peine visible, comme une petite galaxie de rien du tout. Alors que dans l'infrarouge, c'est une galaxie extrêmement importante. C'est une galaxie qui a été formée très tôt dans la vie de l'univers, quand l'univers n'avait que 1,5 milliard d'années, c'est-à-dire il y a 12,3 milliards d'années, il y a quand même bien longtemps. Et avec un taux de naissance, je vous dirais que notre galaxie, elle fait à peu près une étoile par an, et là, une étoile tous les 4 heures. Donc on voit que l'infrarouge nous permet de découvrir des véritables monstres de formation d'étoiles et joue un rôle très important pour comprendre la formation d'étoiles. Si on regarde l'histoire de l'univers, donc il y a eu d'abord le Big Bang. Vous savez que la matière était mélangée à la lumière et au bout de 380 000 années, la matière et la lumière se sont séparées lorsque la matière s'était suffisamment refroidie pour devenir neutre. Donc on a eu toute une période qu'on appelle les âges sombres, Dark Ages dans cette figure, dans laquelle la matière était neutre. Et puis petit à petit, il y a eu par effondrement gravitationnel la formation des premières étoiles ou des premières galaxies, des choses qu'on n'a pas encore pu élucider complètement. Et à partir de là, on a toute l'histoire des galaxies. Donc avec l'infrarouge, ce qu'on essaye, c'est de comprendre toute cette histoire, là où je dis les premières supernovas, etc., jusqu'à maintenant. L'histoire de la croissance des galaxies. Donc l'âge sombre, il n'y en avait pas. Et puis ensuite, avec la partie visible, si on somme tout, on arrive à l'histoire dans le temps, au passé à gauche et actuellement à droite, de la lumière qui nous parvient d'étoiles, de plusieurs générations d'étoiles dans toute la vie de l'univers. Donc vous voyez qu'il y avait un maximum de formation d'étoiles qui nous donne du visible. Mais là, il manque l'infrarouge. Maintenant, on est capable de le faire aussi dans l'infrarouge. Et dans l'infrarouge, on voit que très très tôt, les galaxies, elles n'avaient pas encore beaucoup de gaz et de poussière, et donc elles émettaient bien dans le visible et l'ultraviolet. Mais après, une énorme partie de l'énergie est venue dans l'infrarouge, et le maximum de formation d'étoiles est finalement plus rapproché de nous qu'on ne le pensait. Donc on connaît maintenant, si vous voulez, le taux de formation d'étoiles dans l'univers. Voilà, ça c'était l'infrarouge. Une autre découverte importante qui a été faite donc avec en fait déjà des Spitzer, mais encore plus par la suite, c'est que si on a pu étudier un tellement grand nombre de galaxies qu'on a pu faire des statistiques. Et on s'est aperçu que le SFR, c'est le taux de formation d'étoiles des galaxies, qui est représenté ici, en fonction de la masse en étoiles des galaxies, pas la masse totale, mais la masse en étoiles, pour une époque donnée de l'univers, donne une courbe toute simple et pratiquement linéaire. Comme si, finalement, pour la grande majorité des galaxies, le taux de formation d'étoiles ne dépend que de la quantité d'étoiles qui sont déjà formées. Donc, nous, quand on avait découvert qu'il y avait tellement de galaxies infrarouges par le passé, on s'était dit c'est tout simplement parce que par le passé, les galaxies étaient plus rapprochées, l'expansion de l'univers les a éloignées les unes des autres, et donc il y avait beaucoup plus de collisions de galaxies, et c'est ça qui faisait que les étoiles se formaient. Mais en fait, non, il semble y avoir un processus tout simple qui ne dépend que de la masse des galaxies. Et nous pensons que c'est tout simplement que les galaxies, elles accrètent, elles font tomber sur elles de la matière gazeuse qui se promène encore dans l'espace interstellaire. Donc cette matière tombe, de nouveau, des associations se forment, des étoiles, des supernovas. Les supernovas finissent par repousser tout le gaz et ça s'arrête jusqu'à la prochaine fois, mais c'est quand même, avec cette accrétion, un phénomène relativement continu. Vous avez quand même à peu près 5% des galaxies qui sont au-dessus, qui sont beaucoup plus lumineuses dans l'infrarouge. On pense que celles-là, les galaxies à flambée de formation d'étoiles, sont certainement les résultats de fusion de galaxies. Voilà. Alors pour en savoir plus, on voudrait pouvoir regarder, je vous ai montré les résultats
obtenus déjà dans l'infrarouge, mais vous avez vu qu'on avait des espèces de petits points, ce n'était pas très clair. On a envie d'aller regarder de plus près ces galaxies, et pour cela, on peut arriver à avoir donc une encore meilleure résolution avec le grand interféromètre submillimétrique ALMA, qui a été construit par une collaboration mondiale dans laquelle l'Europe avait une part importante, et c'était l'ESO, et donc c'est moi pour l'Europe qui ai entamé et dirigé pendant plusieurs années la construction d'ALMA. Et ALMA permet, vous voyez, avec ses 66 antennes, de faire des cartes, de voir vraiment une galaxie. Donc vous voyez dans l'optique avec HST, on voyait des galaxies, on voyait quand même un petit peu leur forme. Dans l'infrarouge avec Herschel, on voyait la luminosité, mais pas vraiment la forme des galaxies. Donc avec ALMA, on peut prendre une galaxie vue par Herschel et en faire son portrait. Et vous en voyez une en bas. Donc vous avez une galaxie qui était déjà connue pour son émission dans l'ultraviolet, mais ALMA voit une émission, vous voyez, dans une région qui est séparée, et la quantité de lumière émise là est énormément plus grande que celle qui est émise dans l'UV. Donc, on a maintenant vraiment dans les détails la preuve que toute cette idée de importante formation d'étoiles au sein du nuage et invisible, excepté dans l'infrarouge, est parfaitement confirmée, et même en présence aussi des autres choses des galaxies. Bon, plus tard, on en saura plus avec un télescope de 6,5 mètres de diamètre qui sera lancé dans à peu près 2 ans et qui permettra de faire de l'astronomie infrarouge dans l'infrarouge proche, mais qui donnera d'énormes détails aussi, cette fois-ci sur la partie ultraviolette ou la partie infrarouge proche de ces galaxies. Et une autre façon d'en savoir plus, c'est un très très grand radiotélescope, celui dont je vous disais que je m'occupe maintenant, le Square Kilometer Array, qui sera un ensemble en fait d'énormes réseaux de télescopes, soit comme ça ou soit comme vous voyez à droite, simplement des petits dipôles, des quantités de petits dipôles, et qui permettent d'avoir aussi des grands détails sur les galaxies qu'on étudie. Alors pourquoi c'est intéressant de les voir en radio? Vous avez l'émission du rayonnement synchrotron. Je vous avais dit que les galaxies contiennent des électrons qui font des émissions de rayonnement synchrotron. Et en fait, curieusement, et sans qu'on ait complètement pu prouver pourquoi, ce rayonnement synchrotron des galaxies est tout à fait en corrélation avec le rayonnement infrarouge. Donc, comme avec SKA, on va voir une résolution angulaire encore beaucoup plus grande que tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, ça nous apprendra beaucoup de choses sur ce qui se passe et comment sont distribuées les choses à l'intérieur des galaxies très lointaines. Une autre chose importante, c'est l'aube cosmique. Je vous ai dit que dans l'infrarouge, on était en train d'essayer de comprendre ce qui s'était passé bien après cet âge sombre, alors qu'avec SKA, on pourra essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé lorsque les premières étoiles et les premières galaxies se sont formées et comment le gaz interstellaire, qui ne contenait pas d'étoiles, a commencé à en voir apparaître une ou des galaxies, puis plusieurs, vous voyez, il s'est formé des filaments lumineux. Et c'est ces filaments lumineux qui sont maintenant ce qu'il y a partout dans l'espace. Notre univers est sous cette forme, mais on pourra étudier vraiment en détail comment ça s'est formé, parce que l'on pourra étudier l'hydrogène atomique qui émet une raie à 21 cm et qui sera décalée vers le rouge. Donc on descend à des fréquences suffisamment basses pour regarder sur toute la vie de l'univers. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Mais évidemment, je suis ouverte à vos questions. Merci beaucoup. Oui. Oui, ça marche ou pas? Alors, pardonnez-moi, j'y connais rien, madame, vous êtes fascinante. On peut rester des millions d'années avec vous, on a tout à découvrir. Alors, j'ai 2 questions extrêmement basiques. La première, l'énergie. Vous avez parlé des
cosmiques, comment vous l'avez appelé déjà ? Rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, qui sont tellement, tellement puissants, on ne pourrait pas en récupérer sur la Terre pour changer nos énergies? C'est ma première question basique, mais quand même. La deuxième, madame. Je crois qu'il faudrait la poser à Gérard. Mais je vous la pose, alors on verra qui répond. Celui qui essaye de faire des rayons cosmiques sur Terre, c'est justement Gérard Mourou. Ah, alors je ne sais Voilà. pas si c'est vous ou si c'est monsieur Mourou, mais je suis intéressée. La deuxième, madame, vous cherchez partout, 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 et moi dans ma tête, je cherche partout, 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 s'il n'y a pas, en plus des rayons cosmiques, d'autres matières vivantes, sophistiquées, comparables à l'homme. Parce que vous allez regarder partout, vous n'avez jamais eu un petit truc qui vous dit tiens, étrange, qu'est-ce qui se passe? Merci. Bon, alors rapidement, pour les rayons cosmiques, Dieu merci, nous sommes protégés des rayons cosmiques, nous n'avons aucune envie qu'ils nous tombent dessus, et je disais que, et c'est d'ailleurs, c'est bien connu que lorsque l'on sort du champ magnétique protecteur de la Terre, on en reçoit beaucoup plus, et c'est d'ailleurs un des gros problèmes dans toutes ces missions que l'on souhaite faire pour aller sur la planète Mars, parce que ça demande aux astronautes de rester beaucoup trop longtemps dans des milieux où ils reçoivent d'énormes taux de radiation venant des rayons cosmiques et dont on n'arrive pas à les protéger. Donc on ne le dit pas trop, mais moi je vous murmure à l'oreille que c'est une des raisons importantes pour lesquelles on remet chaque fois les voyages sur Mars. Donc on n'a aucune envie d'attraper les rayons cosmiques, voilà. Et Dieu merci, ils ne nous arrivent pas. Et ceux de plus haute énergie, que je disais, font des grandes gerbes et ça finit par une petite pluie toute fine. Et ça, nous le recevons tout le temps. Nous sommes transversaux. Non, on ne peut pas les récupérer, mais par contre, effectivement, on peut essayer d'en créer sur Terre. Donc, on peut dire que les grands accélérateurs, comme le LHC, des énergies beaucoup moins élevées que mes énergies maximum là, mais fait des particules qui sont accélérées à des grandes énergies. Et Gérard Mourou essaye d'en faire des énergies encore beaucoup plus élevées et avec des faisceaux bien pointus. Donc, il vous en a peut-être parlé tout à l'heure. Non, mais je vais passer rapidement à l'autre question. Énergie ? Non, je ne crois pas. Au contraire, pour l'instant, il faut mettre de l'énergie pour le faire. Je passe rapidement à votre deuxième question. Alors, votre deuxième question, c'est est-ce qu'on sait s'il y a d'autres hommes ou d'autres civilisations intelligentes sur la Terre? C'est une question que les scientifiques se posent de façon sérieuse. Et des recherches sont faites pour essayer de voir si on perçoit, ça fait des années que l'on essaye de voir si on perçoit des signaux dont on considère qu'ils doivent provenir d'une quelconque intelligence, des signaux pour lesquels on ne voit pas une explication naturelle. Alors, par exemple, lorsque les pulsars ont été découverts, qui sont donc ces étoiles à neutrons qui tournent très vite, elles émettent des faisceaux de lumière qui varient de façon très, très précise. Et parmi les explications, évidemment, tout le monde a dit sans vraiment y croire, ce sont les petits hommes verts. On a trouvé les petits hommes verts. Bon. C'est un sujet sur lequel on continue à travailler. Aujourd'hui, vous avez quelques-uns de ces millionnaires, ces milliardaires plutôt, vous savez, dans le monde, qui veulent aller sur Mars, qui veulent avancer sur ces choses-là, et qui font, par exemple, la fondation Breakthrough, qui achètent du temps sur les plus grands radiotélescopes du monde pour essayer de voir s'ils perçoivent des signaux venant de civilisations intelligentes, avec des tas d'algorithmes pour décider comment on décidera si ça vient ou pas d'eux. Et ce qui est peut-être encore plus intéressant, le projet SKA, s'il arrive à son terme le plus grand, il sera suffisamment sensible pour détecter sur beaucoup, vous savez que nous savons maintenant que pratiquement toutes les étoiles ont plein de planètes, et en particulier des planètes de la taille de la Terre. Donc, je pense qu'Anne-Marie Lagrange vous en parlera. Je crois que vous avez déjà eu Pierre Lénard, ceux d'entre vous qui l'ont écouté. Donc, il y en a beaucoup des planètes comme la Terre, et si sur ces planètes, il y a une vie intelligente qui utilise les signaux, par exemple,
échangent comme nous avec Internet, avec la radio, avec la télévision, ça fait un bruit de fond. SKA serait capable de détecter ce bruit de fond sur des distances quand même assez grandes. Donc voilà, si on est là quand SKA sera fini, peut-être que l'on saura plus. Donc c'est pour vous dire, c'est une question qu'on se pose vraiment. Mais je peux vous assurer que pour l'instant, on n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé ces petits sons. On n'a rien trouvé. Voilà. Autre question ? Oui, et je voulais savoir s'il existait une complémentarité entre les instruments que l'on construit sur Terre et ceux qui sont envoyés dans l'espace. On nous a beaucoup parlé de la nébulosité, de la difficulté de voir à travers l'atmosphère terrestre, et donc on envoie des instruments dans l'espace. Mais je crois savoir que certains télescopes, par recombinaison, par informatique, arrivent à recombiner des images et à ôter la déformation. Alors, est-ce qu'il existe une complémentarité ou est-ce qu'on peut se passer de l'un ou de l'autre ? Il existe une très grande complémentarité. La loi, c'est ne pas envoyer dans l'espace ce qu'on peut faire sur Terre, pour des raisons complètement évidentes. Vous vous rendez compte que les échelles de prix sont très différentes. Par exemple, on envoie le télescope Hubble dans l'espace, il fait 2,60 m. Mais alors, il n'est pas gêné par l'atmosphère, il fait des images très pures. Sur Terre, on peut faire des télescopes beaucoup plus grands. Le VLT, c'est 4 télescopes de 8 mètres chacun. Et vous vous rendez compte que c'est comme si vous êtes en train de vouloir ramasser de l'eau de pluie, avec un petit seau, vous ramassez un petit peu d'eau de pluie, c'est ce que fait Hubble. Nous, avec nos 4 télescopes de 8 mètres, on ramasse beaucoup plus de pluie, on voit... on a en principe une sensibilité beaucoup plus grande. Mais on est gêné par l'atmosphère qui déforme les images, comme vous le dites. Mais avec l'optique adaptative, on est capable de reformer ces images, du moins dans le proche infrarouge. On ne sait pas encore le faire vraiment bien dans le visible. Donc, il y a une complémentarité entre ce que peut faire Hubble et ce qu'on peut faire sur Terre. Et là, l'ESO prépare la construction d'un télescope encore beaucoup plus grand, de 39 mètres, de diamètre, qui est en construction à côté des autres, qui s'appelle parce que le VLT c'était le Very Large Telescope, et ça c'est le Extremely Large Telescope. Donc c'était quand j'étais directrice générale de l'ESO que j'ai fait étudier ce télescope. Nous avons étudié plusieurs modèles possibles, on a fait plancher toute la communauté, et nous avons sélectionné un modèle très innovant qui est aujourd'hui donc en début de construction. Mais l'Extremely Large Telescope, il fera des choses que, je vous ai parlé du JWST, il fera des choses que le JWST ne pourra pas faire. Bon, il y a des choses que les deux pourront faire, le JWST et l'Extremely Large Telescope, il y a des choses qu'ils pourront faire tous les deux. Mais tous les deux ont toute une série de choses que les uns pourront faire et les autres ne pourront pas. Ensuite, vous avez évidemment tout ce qui est rayons X, ça ne peut être fait que dans l'espace, parce que les rayons X, ils n'arrivent pas. Les rayons gamma, donc ça dépend des gammes d'énergie. Je vous ai vu, les plus bas, on les fait dans l'espace, les plus hauts, on ne peut les faire que sur le sol. Donc là, vous n'avez pas le choix. Le radio se fait très bien du sol, avec quand même, on est gêné par le bruit de fond, justement, de tout ce que nous utilisons. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez utile d'aller pas tellement dans l'espace, mais on rêve d'installer des radiotélescopes sur la face cachée de la Lune. Alors là, on pourra aller jusqu'aux très basses fréquences sans être gêné. Sinon, sur Terre, pour SKA, il a fallu chercher les zones sur la Terre où on aurait le moins d'interférences dues aux activités humaines. Et on en a trouvé donc en Afrique du Sud, en Australie, et c'est là qu'on va construire. Voilà, et donc tout ça est effectivement extrêmement complémentaire avec, en général, les instruments spatiaux sont quand même plus chers. Je veux dire, je parle maintenant même en faisant des choses différentes. On fait des instruments plus chers dans l'espace que dans le sol. Alors les instruments spatiaux, c'est pas qu'on n'envoie pas des hommes avec, hein, ce sont des robots. On a utilisé des hommes pour réparer Hubble quand il était cassé, mais sinon, quand il fonctionne, on n'a absolument pas besoin d'hommes tout près qui viennent en fait plutôt poser des problèmes qu'en résoudre. Voilà. Merci pour la belle présentation. Maintenant, vous avez aussi parlé des ondes gravitationnelles lors du symposium de l'Union internationale d'astronomie. L'année dernière, comme vous le savez, le prix Nobel de physique a été donné aux 3 scientifiques des ondes
qu'en pensez-vous et quel avenir vous imaginez pour la nouvelle découverte des ondes gravitationnelles Alors, Merci. C'est extrêmement intéressant. Vous savez que l'année dernière, il y a eu la première détection d'ondes gravitationnelles faite depuis le sol, d'abord avec l'instrument américain LIGO et ensuite avec LIGO plus Virgo, qui est l'instrument européen. Tout ça est basé sur des lasers. Gérard est parti cette fois-ci, mais bon. Et je ne veux pas. Donc, grâce à la détection d'ondes gravitationnelles, on a pu savoir qu'il y avait des trous noirs de masse qui se comptaient en quelques dizaines de fois la masse du Soleil, qui étaient entrés en coalescence, et dans un cas aussi, 2 étoiles à neutrons qui étaient entrées en coalescence. Et le deuxième cas était pour nous encore plus intéressant parce que c'est accompagné de phénomènes à toutes les longueurs d'onde, et donc tous les télescopes du monde entier ont pu apporter des données sur cet extraordinaire phénomène. Alors c'est très intéressant, ça nous apprend aussi que la relativité générale, ça marche, que ça vérifie quelques-unes des propositions qui ont été faites, en particulier sur comment vont varier, quelle sera la variation dans le temps d'un train d'ondes gravitationnelles émises lors de la coalescence de 2 trous noirs, ce qui avait été calculé tout d'abord par un de nos confrères, Thierry Damour. Donc c'est quand même un énorme plaisir de voir que c'est bien comme ça que c'est arrivé. Voilà. Alors ça, c'est pour un certain domaine de fréquence. Quand vous voulez aller vers des ondes gravitationnelles de fréquence plus basse, vous ne pouvez pas le faire depuis la Terre. D'abord, vous avez besoin de fréquences plus basses, donc une séparation encore plus grande de la Terre n'y suffit pas. Et puis, il y a évidemment un bruit de fond sur la Terre qui gêne. Donc, pour mesurer des ondes gravitationnelles de fréquence plus basse, on doit aller dans l'espace et utiliser des interféromètres, cette fois-ci séparés non pas par des distances comparables aux rayons de la Terre, comme pour LIGO et tout ça, LIGO et Virgo, mais séparés par des millions de kilomètres. Donc un tel projet est décidé par l'Agence spatiale européenne et va se construire. Le début de construction prendra encore quelques temps, mais on finira par le construire. Et ça permettra de voir des trous noirs, pas de 10 ou 20 masses solaires en coalescence, mais des trous noirs de milliers, peut-être millions de masses solaires. Et vous savez que nous pensons qu'il y a des gros trous noirs, nous savons enfin qu'il y a des gros trous noirs au centre des galaxies. Et là aussi, il peut y avoir des coalescences. Je vous ai montré la coalescence de 2 galaxies. Les trous noirs en leur centre, probablement des coalescences aussi, et on pourra mesurer la coalescence de ces énormes trous noirs au cœur de galaxies lors d'une collision de galaxies. Ce qui nous semble absolument passionnant. J'espère que j'arrive à vous passer l'intérêt pour ce genre de choses, parce que moi, j'aime vous dire qu'on trouve ça génial. Et justement, une autre façon de mesurer des ondes gravitationnelles, et qui ira à des fréquences encore plus basses, c'est le projet SKA. Parce que SKA mesurera je vous ai dit qu'il y avait des pulsars, des étoiles à neutrons, qui sont donc des horloges extrêmement précises. Et SKA sera capable de mesurer finalement tous les pulsars de la galaxie et d'en suivre un certain nombre pendant des périodes assez longues. Et lorsqu'une onde gravitationnelle passe, ça va faire changer un petit peu la fréquence d'un pulsar. Puis ensuite, ça ira ailleurs, et ainsi de suite. Et donc finalement, c'est en suivant les pulsars qu'on aura la façon la plus, lorsque tout le SKA sera fini, et même dans les étapes intermédiaires, parce qu'on va le faire en 2 étapes, c'est finalement SKA qui va permettre de mesurer, je dirais, les ondes gravitationnelles les plus faibles et les plus lointaines. Voilà. Il y avait une autre question. Oui. Bonjour madame. Merci infiniment pour ces millions. Pour ces millions d'explications que vous nous donnez de façon lumineuse, il y a une chose qui m'intéresserait, c'est de savoir quelle est l'interaction entre l'esprit qui pense, le vôtre, qui pose les hypothèses, et l'ingénieur, c'est-à-dire celui qui réalise l'instrument qui va vous permettre de voir, de prouver. Comment est-ce que ça se passe dans la vie de tous les jours, dans les programmes annuels, dans la vie de tous les jours? Pour moi, honnêtement, c'est une question qui me touche très fort,
parce que moi j'étais donc du côté des scientifiques qui se posent des questions, et puis je me suis quand même grandement rapprochée des ingénieurs qui construisent. Et je trouve cette relation absolument extraordinaire. Vraiment, les ingénieurs écoutent les scientifiques, comprennent pourquoi et comment les scientifiques veulent améliorer leurs instruments, et ils vont se creuser la tête, ils vont trouver les solutions, ils vont y arriver. Donc il faut le scientifique pour qu'il dise aux ingénieurs qu'est-ce qu'il faut améliorer et dans quelle direction il faut pousser. Mais évidemment, les ingénieurs jouent un rôle absolument capital. Et c'est une relation géniale. Moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Oui, bonsoir, madame. Oui, voilà. Madame Césarki, je voulais revenir sur les événements astrophysiques, leur classement en intensité, je dirais plus en puissance, au sens énergie, ou aussi en énergie. Bon, j'ai fait une petite recherche moi-même et essayé de trouver les événements astrophysiques de plus en plus puissants, depuis les grosses étoiles, mais après les pulsars, quasars, etc. Je me suis aperçu de manière intermédiaire qu'au niveau physique, il y avait des processus vraiment où, par exemple, la transformation matière, énergie au sens d'Einstein, et c'était déjà des phénomènes qui nous dépassaient l'entendement par rapport aux réactions nucléaires classiques dans les étoiles type fission. Voilà. Mon propos, c'est quelle connaissance a-t-on actuellement des événements les plus puissants dans l'univers? Est-ce que c'est finalement les collisions de galaxies? Quelle idée a-t-on? Est-ce que finalement les processus physiques, on les connaît? Ce que je viens de dire, effectivement, on est limité, finalement, conversion en masse-énergie, ou est-ce qu'il y a des processus physiques à découvrir vis-à-vis de la matière noire ou d'autres processus? Voilà ma question. Les événements les plus énergétiques, c'est les quasars, en tant qu'événements. Comme je disais, au centre des galaxies, vous avez d'énormes trous noirs, et ces trous noirs, ils attirent la matière. Quand, en plus, il y a de la matière, par exemple, quand vous avez une collision de galaxies, donc vous avez plein de matière qui se réunit autour de ces énormes trous noirs, probablement 2, qui vont peut-être entrer en fusion, cette matière, elle tombe dans le trou noir. Et elle ne tombe pas directement, parce qu'elle arrive avec un moment angulaire qu'elle doit garder, donc qu'elle va perdre petit à petit. Donc, en fait, la matière tourne comme ça, et en tournant, la matière se frotte à la matière, et du coup, par un peu d'énergie, se réchauffe. C'est pour ça que toutes ces régions émettent des rayons X, et la matière tourbillonne et finit par tomber. Et toute l'énergie de cette matière qui devient finalement, qui va finalement tomber là, est envoyée vers l'extérieur, et c'est là les événements les plus énergétiques que l'on connaisse. Parce que je vous ai dit qu'on a trouvé qu'il existe des galaxies extrêmement lumineuses dans l'infrarouge, et qui avaient été découvertes par IRAS, et celles-là ont des luminosités qui sont comparables à celles d'un quasar, effectivement. Mais là, c'est une luminosité qui n'est pas dans une toute petite zone autour du trou noir. C'est vraiment une région de formation d'étoiles proche du centre. Donc c'est, je dirais, en densité d'énergie, beaucoup moins important. Voilà, je pense que... J'espère que c'est... Oui, bonsoir madame. À la lumière de vos connaissances actuelles, l'univers est-il infini ou fini? Et dans la mesure où il serait infini, doit-on s'attendre à découvrir d'autres galaxies, d'autres milliards de galaxies, quoi? Alors, l'univers fini ou infini, je pense que tous les astrophysiciens ne répondront pas la même chose aujourd'hui. On pourrait dire d'une part que le satellite Planck en particulier a montré encore mieux que les autres, enfin il y a tout un faisceau de données qui montrent que l'univers est plat. On pensait que l'univers pourrait être courbé, et en fait on trouve que l'univers est plat. Et certains associent cela à l'idée que l'univers est forcément fini, du coup. Mais de toute façon, la raison, est-ce que ça nous fera découvrir des choses nouvelles? L'univers, vous avez vu qu'il y a le Big Bang, il y a un certain âge. Donc, nous, on ne peut pas voir des choses qui sont
à une telle distance de nous que la lumière n'aurait pas eu le temps de venir nous le raconter dans tout l'âge de l'univers. Donc même s'il y a des choses au-delà de cette distance, il y a pour nous un horizon au-delà duquel nous ne pouvons pas voir, qui est bien déterminé, qui n'est pas juste l'âge de l'univers par la vitesse d'expansion actuelle, parce que la vitesse d'expansion a changé, etc., mais qui correspond à peu près 3 fois, je dirais, la vitesse d'expansion par l'âge de l'univers. Ça, c'est l'horizon. Et ça, c'est le seul univers que nous puissions observer. Donc, je ne vais pas vous dire si l'univers est fini ou infini, mais je vais vous dire que l'univers observable, oui, il est fini et nous savons exactement où il finit. Et nous essayons d'étudier des échantillons de matière ou de galaxies qui nous donnent une idée de l'ensemble de cet univers observable. Voilà. Je voudrais revenir sur Terre pour poser des choses qui ont été évoquées tout à l'heure, des collaborations. Parce que, en écoutant toute cette histoire fascinante, on se rend compte qu'on est quand même dans un système de recherche qui est assez différent de celui qu'on observe dans nombre de disciplines. Alors, il y a des exceptions, en physique en particulier. Mais quelle est finalement, on voit bien la place considérable des collaborations internationales, qu'elles soient européennes ou plus larges que celle-là. Comment travaille-t-on en astrophysique? Autrement dit, quelle est la place du travail du chercheur individuel par rapport à cet effort de collaboration incroyable qu'on ne voit pas ailleurs, ou sauf quelques exceptions? Oui, alors c'est une question intéressante pour l'astrophysique, par exemple, par rapport à la physique des particules. Je dirais qu'en physique des particules, en particulier évidemment tous ceux qui travaillent avec des accélérateurs, ça fait des équipes de plusieurs milliers de personnes après une découverte. Et c'est évidemment aussi, vous avez vu, il a fallu énormément de signataires pour la découverte des ondes gravitationnelles. Ça fait beaucoup de gens. Alors en astronomie, en astrophysique, c'est différent et c'est pas différent. Un satellite comme Planck, qui a étudié justement, qui a fait la carte que vous voyez ici, c'est-à-dire comment était l'univers à 380 000 ans. Ça fait un énorme tas de données sur lequel des gros groupes travaillent ensemble, et là aussi ça fait des articles signés par énormément de gens, entre ceux qui ont construit, ceux qui savent la théorie de ci ou de ça, et ceux qui savent comment réduire telle chose plutôt que telle autre. Par contre, si vous prenez les télescopes comme le VLT, ou le futur grand télescope qu'on va faire, ou Hubble d'ailleurs, etc., les astronomes peuvent, même tout seuls s'ils le souhaitent, écrire une proposition d'observation. Donc vous dites, voilà, j'ai telle idée, si je pouvais regarder cette chose-là, je pourrais savoir si ceci ou cela. Après ça, vous avez des comités qui regardent des propositions d'observation et qui attribuent le temps de télescope. En général, suivant, on a 3 fois plus de propositions que de propositions acceptées. Ça peut être 5, ça peut être 7 fois, ça peut être 8 fois, ça dépend de la popularité des instruments. Une fois que vous avez gagné votre temps d'observation, si vous avez décidé de faire ça à peu ou à beaucoup. Donc, il est encore possible, même avec des très grands instruments, pour des petits groupes, de faire une découverte. Ceci dit, je remarque quand même que même les astrophysiciens prennent l'habitude de travailler en grands groupes. Et par exemple, dans l'infrarouge, là, je vous ai parlé de résultats de grands relevés. Alors là aussi, c'est des programmes un petit peu à la Planck. On prend énormément de données, il y a énormément de travail à faire, on se répartit le travail entre beaucoup de gens, et on n'est pas 2000, mais on est facilement 25 ou 30 assignés, quoi. Mais il y a, comme je disais, d'autres programmes qui ne sont pas comme ça des relevés, mais qui sont basés sur juste aller voir un objet, s'il fait ceci, cela, et vous pouvez avoir encore 2-3 auteurs et une idée personnelle. Il y a de la place pour tout. Sans compter qu'il n'y a pas que un autre gros avantage de l'astrophysique par rapport à la physique des particules, c'est qu'on peut faire encore beaucoup de choses avec des petits instruments aussi. Moi, je vous ai parlé des plus gros ici, mais par exemple, pour la recherche de planètes autour des étoiles, celles que l'on peut faire depuis le sol, ça se fait avec des tout petits télescopes.
Ça peut se faire avec des grands, et les grands peuvent faire des choses que les petits... Toujours la même histoire, mais on peut faire des choses formidables avec des petits télescopes. Ainsi, un groupe de Belges a découvert, avec des petits télescopes, un système absolument fascinant une étoile qui a 7 planètes de la taille de la Terre qui tournent autour, dont 4 sont à une distance de l'étoile telle que s'il y avait de l'eau, elle pourrait être liquide. Enfin, le système le plus passionnant qui soit. C'est un jeune avec un ERC qui a fabriqué quelques petits télescopes, les a posés à côté des télescopes de l'ESO au Chili, et il a trouvé ça. Voilà, ça peut se faire. Voilà. Bonsoir madame. Il me semble que décidément, en dépit des leçons de l'histoire des sciences et notamment de l'astrophysique, que le genre humain, dans sa quête de savoir, ne peut décidément pas s'affranchir de la finitude. Et les propos que vous avez tenus en réponse à une question voisine de monsieur tendent dans cette direction. Je pense qu'une énorme confusion est entretenue quand le corps scientifique dit que l'univers est en expansion constante, voire accélérée. Une entité de laquelle on dit qu'elle est en expansion est, il me semble, par des mesures, donc aller dans le temps et dans l'espace, est une entité qui donc est quantifiable et qui est finie. À partir du moment où une entité est finie, elle devient, il me semble, un contenu. Or, s'il y a un contenu, c'est qu'il y a un contenant. Il me semble donc qu'il conviendrait d'être prudent et sage dans la formulation. D'accord. Je ne sais pas si je souscris à s'il y a un contenu, c'est qu'il y a un contenant. Je ne sais pas si je souscris à l'idée que s'il y a un contenu, c'est qu'il y a un contenant. Je pense que on est dans la matière espace-temps. Et voilà, l'univers n'est pas contenu dans quelque chose. Tout l'espace, c'est l'univers. Voilà, donc c'est pas... Et je sais pas, et pour l'infini des galaxies, j'ai quand même envie de donner une boutade d'Einstein qui disait « Je ne sais pas si l'univers est fini ou infini, mais je sais une chose qui est infinie, c'est la bêtise des hommes. » Madame, Non. Ça n'a rien de vexant. Voilà. C'est une question intéressante, tout à fait. Justement, je n'ai absolument pas voulu dire ça. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, je pense que... Comme vous voulez. D'accord. On a le temps pour combien de... Oui, on peut comme vous voulez. Comme vous voulez. Ah non, bien sûr, je n'avais pas vu l'heure. J'aimerais revenir au rayon cosmique. Est-ce que les appareils sont suffisamment précis pour trouver leur origine? Et ensuite, est-ce que ça vient de notre galaxie ou bien ça peut venir d'autres galaxies? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez le spectre, je ne vais pas le rechercher. Vous avez vu qu'il avait l'air tout droit, mais en fait, non, à 10 puissance 15 électronvolts, il y avait un petit changement de pente qu'on appelle le genou du spectre. Et tout à fait au bout, il y a un petit changement de pente aussi qu'on appelle le talon du spectre, quelque chose comme ça. Bon. Donc, ce que les astronomes pensent, sans avoir jamais réussi à le démontrer complètement et en le remettant en question de temps en temps, c'est que jusqu'au genou, c'est une composante d'origine galactique et que du genou jusqu'en bas, c'est une composante d'origine extragalactique. Donc, voilà. Alors, c'est difficile à démontrer, mais comme je vous ai dit, quand on voit la quantité de rayons cosmiques qui se sont dans la galaxie, quand on voit, grâce à leur composition, on peut déterminer le temps, ou en tout cas la quantité de matière qu'ils ont traversée en regardant leur composition. Pour la raison suivante, les noyaux du rayonnement cosmique, par exemple carbone, oxygène, quand ils rencontrent des protons dans le rayonnement cosmique, ils se cassent. Et ils se cassent en petits morceaux. Les petits morceaux sont aussi des rayons cosmiques.
Et parmi les petits morceaux, vous avez des éléments légers comme le lithium, le beryllium et le bore, qui sont très peu abondants dans le système solaire et aussi, par exemple, très peu abondants sur la Terre. Et ces éléments-là, ils proviennent donc de ces petits morceaux de rayons cosmiques, et la quantité de lithium, beryllium, bore que l'on a par rapport à la quantité de carbone, azote, oxygène nous permet de savoir combien de matière a été traversée par les rayons cosmiques et non combien de temps ils sont restés. Et c'est ça qui nous permet de dire combien d'énergie faut-il pour les remettre. Alors, le gros de l'énergie des rayons cosmiques, elle est évidemment au sommet du spectre, du moins pour en remplir notre galaxie. Après, si vous vous dites qu'il faut remplir tout l'univers avec les plus basses énergies, c'est un effet, mais quand même, c'est là. Donc, disons que le gros de l'énergie de ce qu'il y a dans notre galaxie est presque certainement d'origine galactique. Alors par contre, quand vous en dites l'origine, c'est là où on regarde la composition. Donc on corrige, une fois qu'on sait combien de grammes on a passé, on voit si on l'a reçu comme ça, comme il y a eu toutes ces transformations, on fait le calcul inverse et on arrive à la composition que le rayonnement cosmique doit avoir à la source. Et après on compare. Alors on voit, comme je vous avais dit, qu'ils sont enrichis en éléments lourds par rapport, en éléments, je veux dire, ils ont surtout de l'hydrogène et de l'hélium, mais quand même, c'est une majorité moins forte que celle qu'il y a pour le gaz dans le système solaire. Donc on dit, probablement, c'est des matériaux, ils sont allés chercher ça tout près des étoiles qui ont fabriqué tous ces éléments lourds. Donc déjà, une partie doit avoir quelque chose qui nous rapproche des éléments lourds, c'est pour ça que je vous ai... de ces régions-là, de ces régions de formation d'étoiles. Et puis ce que je vous avais dit, c'était... l'autre chose qui a l'air de pouvoir déterminer la composition des rayonnements cosmiques, c'est si les éléments sont réfractaires et vont plutôt dans des grains ou sont plutôt volatiles et restent dans le gaz. Voilà, alors avec tout ça, on essaye, et tout ça mène à une origine qui concorde avec l'idée que ça se passe dans les associations des grosses étoiles. Mais honnêtement, quand je vous dis ça, c'est, comment vous dire, la crédibilité de l'hypothèse que je vous donne, par exemple, même à celle du Big Bang, hein, elle est très inférieure. C'est des problèmes qu'on n'a pas forcément fini de résoudre. Merci. Vous avez parlé de la recherche d'intelligence extérieure, des gens qui disposeraient de notre capacité technique actuelle et qui seraient situés très très loin, auraient pu nous déceler à quel stade de notre évolution? Je veux dire, on était décelables il y a 200 ans ou non? Ou est-ce qu'il faut attendre d'inventer la radio? Je suis désolé de la naïveté de cette question. Non, pas du tout, mais honnêtement, nous ne savons pas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des êtres tellement supérieurement intelligents qu'ils ont pensé à des façons de déceler notre présence auxquelles nous, on n'a pas pensé. Mais je veux dire que donc je ne peux pas vous dire qu'ils n'auraient pas pu nous déceler il y a 200 ans, je ne sais pas. Mais nous ne sommes capables de déceler que des gens qui auraient... qui fabriqueraient des ondes radio, si je comprends bien, c'est bien ça. Oui, on ne cherche pas qu'aux ondes radio. Je vous ai dit les ondes radio parce que c'est avec les ondes radio qu'on cherche depuis longtemps et de façon le plus intensive. Mais il y en a qui pensent... Alors après, vous avez une autre question très importante. Est-ce que... Parce que la question s'est aussi beaucoup posée, faut-il que nous, on envoie des signaux à ces êtres? Voulons-nous qu'ils nous trouvent? Alors ça se discute. Ça a été fait 1 ou 2 fois. Et maintenant, il est plutôt conseillé de ne pas le faire. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, un film qui s'appelle Mars Attacks. Oui. Alors vous vous rappelez, les Martiens arrivaient sur Terre. On était tout contents, on les recevait les bras ouverts. Ils arrivaient, ils étaient reçus par la personnalité la plus haute du monde, le président des États-Unis. C'était un film américain, évidemment. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent tout le monde. Alors, après ça, on les envoie autre chose, ils tuent tout le monde, et ainsi de suite. Enfin, c'est une vraie calamité. Donc, évidemment, ça pourrait être comme ça. Donc, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça de les inviter. Mais ça se discute beaucoup. Et il y a tout le temps des gens qui souhaitent que leur envoie des messages.
Vous savez probablement qu'il y a des fusées qui s'appellent Voyager, qui ont été envoyées il y a très longtemps, Voyager 1 et Voyager 2, dont Voyager 1 est sorti du cocon qui entoure le Soleil, c'est-à-dire est vraiment passé dans l'espace interstellaire il y a à peu près 2 ans. Et là, très récemment, on pense que Voyager 1 aussi. Non, c'est l'inverse, je crois que c'est le vase, enfin, je ne sais plus, dans quel ordre, tant pis. Mais tous les deux, donc, commencent à entrer dans l'espace interstellaire. Quand ils ont été envoyés, on savait que c'était les sondes qu'on a envoyées qui allaient aller le plus loin. Et donc, on a voulu mettre à bord un message pour les extraterrestres. On a fait un dessin, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce dessin, qui représente un homme, une femme, certaines les choses qu'on mange. Et je vous ai dit aussi que l'hydrogène atomique émet une raie particulière, qui est la raison pour laquelle SKA sera capable d'observer les débuts de l'univers. Cette raie, elle a une longueur de 21 cm. Et elle est due au changement de direction du... vous savez, l'atome d'hydrogène, il y a juste un électron qui tourne autour, et quand il tourne, il change la direction de son spin, ça émet cette raie de 21 cm. Donc, on a fait un petit dessin représentant ça, en se disant, cette raie à 21 cm, ce serait une chose qui pourrait unir toute la galaxie, ou d'ailleurs tout l'univers facilement. C'est une raie vraiment importante, et des choses comme ça. Bon. Donc, peut-être un jour, quelqu'un, comme on envoie une bouteille à la mer, trouvera ce dessin qui a été envoyé. Donc, je ne sais pas. C'est très compliqué. Il faut aussi se demander qu'est-ce qu'ils feront. Alors, pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Bon, ils ont quand même de très grandes distances à faire. Il faut quand même venir de très, très loin. Nous, on n'en serait pas capables. Mais on peut, par contre, penser à envoyer des tout petits satellites, des tout petites fusées qui arrivent à se déplacer et qui arrivent dans un temps pas trop énorme, mais évidemment pas court, dans les planètes suivantes. Encore une fois, est-ce une bonne idée? Je ne sais pas. Et alors, il y a Fermi, c'est le fameux paradoxe de Fermi, qui disait il n'y a sûrement pas de vie intelligente extraterrestre, parce que sinon, il serait déjà venu. C'est un petit peu ce que la dame commençait à dire là, voilà. Mais s'ils sont tellement plus intelligents que nous, ben, ils seraient déjà venus. Alors, il y a la version évidemment très pessimiste du paradoxe de Fermi, qui est de se dire, eh ben, s'ils ne sont pas venus, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu assez longtemps pour mettre au point un système pour faire ça, et que les civilisations comme la nôtre ne vivent pas longtemps. Voilà. Alors, je ne voudrais pas finir sur une note aussi pessimiste, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Voilà. Bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. D'accord. Ben, je vous remercie.